Alors, nous allons laisser la parole au docteur Dogba, qui va nous parler des bases conceptuelles de l'implication dans ces soins de santé. Merci, docteur Dogba. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Dr. Antoine-Marie. C'est avec plaisir que je continue. Donc, comme Dr. Antoine a dit, on est dans un contexte de soins où le parcours de soins est, dans la plupart du temps, le patient n'a pas le choix. Okay? Dès qu'il arrive dans la structure de santé, tout ce qu'on lui fait habituellement, on ne demande pas son avis. C'est possible qu'il y ait des modèles différents. On va en discuter à la troisième partie. Donc, moi, je vais d'abord commencer à vous parler du bien fondé de l'implication des patients dans ces soins. Mais je vais parler d'un peu d'histoire. D'où vient ce concept? Est-ce vraiment nouveau comme on le prétend? Est-ce que c'est pas ce qu'on fait habituellement? Puis, au Royaume-Uni, donc, Angela Coulter a fait une historique de ce qui se passe. Ça commence dans les années 60. Dans les années 60, donc, on a eu les premières critiques au modèle de soins paternaliste, c'est-à-dire c'est le médecin ou le soignant qui dicte au patient ce qu'il doit faire sans demander son avis. C'est une prescription, il faut obéir et c'est fini. Dans les années 70, on a eu les modèles biopsychosociaux où la santé, avec la définition de l'OMS que vous connaissez tous, on a commencé à dire tout n'est pas que biomédical et les aspects psychosociaux. Donc, il y a eu tout ce mouvement d'élargir la définition de la santé et j'attire votre attention sur ce qui s'est passé dans les années 80 avec la notion que la plupart d'entre vous, vous connaissez, c'est-à-dire le patient-centered care, ou le patient qui est au centre des soins. Donc, tout ça, c'est des tendances, c'est des façons de soigner qu'on essaie de modifier au fur et à mesure. En 90, dans les pays occidentaux, notamment au Royaume-Uni, on a eu les premières chartes du patient. Dans les années 2000, une notion importante, celle de la prise de décision partagée. Donc, vous voyez une évolution dans l'implication du patient. Initialement, c'était le médecin qui décidait, c'était en fait le deuxième après Dieu. Puis de plus en plus, c'était le patient avait le choix, il pouvait commencer à parler. À partir des années 2010, là, on assiste maintenant à la coproduction, c'est-à-dire le patient n'est plus seulement au centre des soins, mais on lui demande à prendre des décisions. Juste vous dire, quand on parle d'implication, vous retrouverez dans les écrits beaucoup de terminologie, soit implication, activation, engagement, participation, collaboration ou partenariat. Et ces mots sont jumelés avec soit patient, usager, des mots composés patient, usager, citoyen, communauté, patient et public. Pour cette intervention, nous adopterons de façon interchangeable le terme de participation ou d'implication. Et deux définitions quand même qu'on retrouve dans la littérature, le terme engagement des patients qui est très utilisé dans le monde anglophone. Et vous verrez qu'en fait, c'est rien d'autre que toutes les actions que les personnes prennent pour leur santé et pour bénéficier de leurs soins. C'est-à-dire tout ce que la personne peut faire. On va le définir encore un peu plus après. Quant à l'activation du patient, elle est définie comme le fait de comprendre son propre rôle dans le processus de soins et d'acquérir les connaissances et les compétences pour assumer ce rôle. Ces deux définitions nous pointent donc une chose, c'est que le temps du patient passif semble révolu. En tout cas, dans le monde occidental où le patient n'a rien à dire, n'a pas de mots à dire, c'est le médecin qui détient tout. Et je pense que même dans le contexte africain où j'ai pratiqué longtemps, on assiste de plus en plus à des patients qui veulent avoir un rôle à jouer, avoir une parole et que la décision ne soit pas imposée. Pourquoi parler de l'implication des patients dans leurs soins?
Le concept part de plusieurs constats. Je vais vous en présenter 3 avec leurs conséquences. Donc, le premier constat, en fait, c'est on est dans un contexte de soins évolutifs. On assiste à une démocratisation du savoir médical et aussi on a un contexte de généralisation du mouvement de participation citoyenne. Le contexte évolutif des soins est marqué dans la plupart des pays par une augmentation des maladies chroniques, diabète, hypertension ou toutes les autres maladies que vous connaissez, en général, sont en augmentation, que ce soit dans le monde occidental ou dans les pays en développement. Il y a un autre élément contextuel qui est un peu spécifique aux pays occidentaux, c'est le vieillissement de la population. C'est sûr que si j'ai des démographes, ils vont me dire, mais la situation ne s'applique pas en Afrique où la population reste majoritairement jeune. Oui, c'est vrai, mais on assiste aussi à une augmentation de l'espérance de vie. Okay? Malgré les guerres, malgré les pandémies, l'espérance de vie est en augmentation. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Fait que si le vieillissement de la population ne s'applique pas, il y a des changements démographiques qu'on ne peut pas nier. En revanche, ce qui est remarqué, il y a un consensus sur l'adoption de modes de vie à risque dans tous les pays, y compris les pays africains, avec l'alimentation qui est avec les gras qui sont élevés, et puis le mode de vie très très sédentaire, contrairement, ce qui est contraire au mode de vie traditionnel, ce qui expose, on le sait bien, au risque de maladies chroniques. Et comme Dr. Antwi vient de le dire, on est dans un contexte de ressources limitées, où malgré la grande volonté qu'on a de soigner tout le monde, il faut quand même faire des choix. Ce contexte de soins évolutifs a fait apparaître quelque chose qui s'appelle le self-care. Le self-care, alors désolé d'utiliser un mot anglais dans une conférence francophone, mais c'est souvent traduit par des soins auto-administrés ou autogestion. Alors, j'aime bien cette illustration qui est inspirée de Angela Coulter qui dit le patient, en fait, lorsque vous le prenez sur une année, il va en tout et pour tout consulter un professionnel maximum 10 heures. On est d'accord avec moi, les patients que vous voyez, vous ne les voyez pas du 1er janvier au 31 décembre. On les voit 1 heure par ici, 2 heures par ici. Évidemment, les cas les moins complexes. Mais cette personne va vivre avec sa condition pendant un total de 755 heures. Donc, le self-care, c'est que pendant tout ce temps, la maladie ou la condition avec laquelle la personne vit est en lui et la personne pose des actes pour soit aggraver ou améliorer ses conditions. C'est ce qu'on appelle des soins auto-administrés. Et on sait que c'est important dans le chronique. La deuxième chose, c'est que, comme je viens de le dire, évidemment, les soins auto-administrés, sont importants pour les personnes qui ont des maladies chroniques et lorsque c'est des cas très modérés, c'est pas très grave. On s'entend que lorsque les cas sont très complexes, alors les soins professionnels deviennent plus importants. Je vous parlais de 3 contextes. La deuxième chose, c'est une démocratisation du savoir médical. On sait que même dans les pays africains, on assiste à une révolution numérique. La population est très jeune. Il y a une forte attraction pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'étais au Togo, mon pays d'origine, il n'y a pas longtemps, et il y a 1 mois à peu près, et j'ai vu les jeunes qui ont au moins 3 téléphones, iPhone et tout, donc on ne peut pas le nier, c'est une réalité. Et la conséquence, c'est que les sources d'informations sur la santé, je le dis souvent, tout le monde veut consulter Dr. Google. Donc, on va sur Internet, on cherche, j'ai ci, j'ai ça, qu'est-ce que Dr. Google dit, avant de regarder ce que le médecin dit, ou les médias, ou les amis, ou les proches. Donc, c'est un fait à ne pas nier. Et la conséquence de ce fait, de ce constat, c'est que les patients vous arrivent, à la discussion, vous pouvez me dire si c'est vrai ou pas, mais les patients vous arrivent de mieux en mieux informés. Donc, ce n'est pas forcément « docteur, je viens parce que je tousse ». Il dit « docteur, je viens parce que je pense que j'ai la grippe ». Ils viennent avec un diagnostic parce qu'un ami, un médecin ou docteur Google leur a dit « c'est ce que vous avez ».
Le troisième constat, c'est que dans tous les pays, on sait qu'il y a un mouvement de démocratisation, c'est des faits sociopolitiques où le citoyen veut intervenir dans les institutions publiques, dans les groupes communautaires et le droit de vote. Et le secteur de la santé n'est pas en marge. Il a été contaminé par cette généralisation de la participation citoyenne avec comme conséquence le droit de savoir et de participer. Et les analystes ont dit qu'il y a en fait 3 raisons pour parler d'implication du patient dans ses soins. La première raison, c'est que il faut valoriser les connaissances et le savoir expérientiel des patients. Le deuxième groupe de raisons, c'est que, surtout pour les pays occidentaux, les patients sont des payeurs de taxes. Donc, lorsque la santé est financée par des fonds publics, ils sont en droit de savoir ce qu'on fait avec l'argent. Et aussi, le troisième, c'est quand même une vision un peu plus utilitariste où on dit, ben, le patient, il est impliqué, oui, parce que c'est utile, ça sert à améliorer la pertinence et la qualité des soins. Docteur Anthiou vous a parlé de savoir expérientiel. Alors, de quoi parle-t-on? On vous parle donc d'une expertise du clinicien qui ne peut pas être niée. Le patient ne peut jamais remplacer le clinicien, on est d'accord. Le diagnostic, qu'il soit positif, différentiel ou étiologique, c'est l'expertise du praticien, du clinicien, du médecin que vous êtes. Le pronostic, vous le connaissez mieux après 8 ans en médecine à l'apprendre et une dizaine d'années ou plus d'expérience sur le terrain. Le patient ne peut pas se substituer à vous dans ce domaine. Pour des gestes thérapeutiques, pour les options et les gestes techniques, le patient ne va pas prendre le bistouri pour opérer. Cependant, il y a une expertise certaine du patient, celle de l'expérience de la maladie, celle de vivre avec la maladie, celle de connaître ses circonstances sociales. Dans le cas que Dr Anthiou a décrit, le patient sait qu'autour de lui, il y a un frère qui a une influence sur sa décision. Et donc, ce contexte, il n'y a personne qui le connaît mieux que le patient. Il sait qu'il a des valeurs et des préférences. Je vous donne juste un exemple d'une étude qu'on avait faite où on demandait aux femmes, on a construit des toilettes dans des structures de santé et elles ne l'utilisaient pas. On leur a demandé pourquoi. Et en fait, ça ne répondait pas à leur modèle traditionnel de toilette. Donc, lorsqu'il y a une divergence d'opinion, lorsque le patient n'est pas consulté, on arrive à investir, on arrive à un taux d'adhésion d'adhérence thérapeutique qui est très faible. Et je voudrais illustrer ce que c'est que le savoir expérientiel. Donc, j'ai pratiqué longtemps au Togo, puis j'ai fait 2 ans à Poitiers dans un service de néonatologie. Et donc, pendant ce temps, je savais ce que c'est que réanimer un nouveau-né. Ok? J'avais, comme je vous l'ai dit, pour le diagnostic, le pronostic, l'option thérapeutique et les gestes, oui, je les connaissais. En 2009, alors que j'étais à Montréal, j'ai accouché moi-même de mon premier enfant à 24 semaines, un très grand prématuré, et ça, c'est une photo de lui. C'est alors que j'ai compris ce que c'est que le savoir expérientiel. Parce que médecin que je suis, oui, je sais poser des gestes techniques, mais il n'y a personne autre que moi qui soit en mesure de me dire ce que c'est que vivre avec un enfant prématuré. Alors, c'est juste ce qu'on est en train de dire. Vous avez le savoir technique, mais le patient, il a le savoir expérientiel. Et à partir de là, comment utiliser ces 2 savoirs pour un objectif thérapeutique partagé pour améliorer la qualité des soins. Puis je sais que le côté médecin de vous se demande est-ce qu'il s'en sort? Oui, il s'en sort. C'était un jeune garçon coquin comme vous voyez sur l'image. Là, il s'en est sorti sans conséquence, donc tout va bien, on avance. Donc la deuxième chose, c'est que ça demeure un peu théorique, mais on aura un exemple pratique tantôt. C'est sur quoi se base l'implication des patients. En général, vous allez voir dans la littérature une échelle de participation dont tout le monde parle. Okay? Ça inspire beaucoup de travaux qui ont été faits. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous prendre 5 minutes, 2 minutes, ce sera même pas long, pour demander un peu aux participants
ce qu'il pense du savoir expérientiel. Est-ce que Waga peut nous donner son opinion sur le savoir expérientiel? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il doit être reconnu? Waga est avec nous toujours? Est-ce que Waga nous suit? Peut-être que Waga n'a pas ouvert son micro. Ou alors d'autres participants, on aimerait vous entendre. Oui, nous sommes là. Merci. Que pensez-vous du savoir expérientiel? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une réalité à prendre en compte? Ou est-ce que vous pensez que oui, les patients savent, mais que leur expérience, finalement, ne peut être que très peu contributive? Qu'en est-il? Qu'en pensez-vous en 2 minutes? Conakry peut parler? Bien sûr, vous avez la parole. Oui, c'est Waga. Okay. Moi, je pense que c'est une, c'est-à-dire que notion qu'il faut prendre en charge parce qu'il faut empâtir au fait le patient. Il faut se mettre à sa place. Quand vous ne vous mettez pas à sa place, vous ne pouvez pas le comprendre et du coup, votre vraiment conduite vraiment va aboutir à un échec. Alors là, ce qu'on dit, c'est non pas se mettre à la place du patient, mais donner au patient sa place. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, on est d'accord qu'il faut reconnaître le savoir expérientiel du patient. Donc, personne ne peut se mettre à la place du patient et qu'il est le mieux placé pour nous dire ce qu'il ressent, ce qu'il attend de nous et surtout l'adhésion au traitement, au suivi que nous allons lui proposer. On s'entend tous que le savoir expérientiel du patient est important à prendre en compte. Est-ce qu'il y a un groupe qui veut donner un avis différent? Il semblerait que tout le monde soit d'accord avec le savoir expérientiel dont vous nous parlez, Dr Dogba. On vous laisse continuer. Oui, continuons, on est tous d'accord. Oui, ok, parfait. Donc, nous allons nous allons poursuivre, mais je voulais juste ajouter que le savoir expérientiel, ça varie d'un lieu à un autre. Hein. On va en parler un peu plus longuement après, mais je pense que ce qui ressort de cette discussion, c'est que le patient, il a quelque chose, il a une certaine connaissance qui est sortie du vécu, de son vécu avec la condition, et il faut savoir valoriser ce savoir. Donc, j'étais en train de parler d'une échelle, en fait, qui aide à classer les niveaux de participation. Donc, c'est une échelle qui a été proposée en 69 et qui classe la participation en 9 niveaux, ok, 9 niveaux sur l'échelle. En général, on s'entend que manipulation et thérapie, en fait, manipulation, c'est juste que la personne, c'est vous qui faites tout, on demande ni son avis, ni rien, là, c'est en fait de la non-participation. On s'entend que ce n'est a priori pas le modèle optimal. Toutefois, il faut vraiment nuancer, tout dépend du patient, parce qu'il y a des patients qui vont dire moi, je veux pas, je me remets au médecin, il prend les décisions et j'exécute. Donc, on va revenir à ce débat plus tard. Je voudrais quand même vous présenter un travail qui a été fait à Montréal par l'équipe de Marie-Pascale Paumé. À partir de l'échelle que je viens de vous montrer, ils ont proposé donc les différents niveaux d'implication du patient dans ses soins. Donc là, vous voyez, le patient peut être impliqué soit dans les soins, et c'est ce qui nous intéresse ici, soit dans l'organisation des services de santé, dans l'élaboration des politiques de santé, dans l'enseignement ou en recherche.
On peut en discuter parce que je peux vous donner un exemple de chaque. Mais ce qui nous intéresse, vous, en tant que soignant, je pense que c'est comment le patient peut être impliqué dans ses soins. Et de 8 niveaux que vous avez vus sur l'échelle de Einstein, ils ont réduit à 4 grands niveaux. C'est un continuum d'engagement et c'est un niveau de collaboration croissant. Alors, je vous dis tout de suite, il y a des écoles, en l'occurrence l'école montréalaise, qui fait la promotion d'un partenariat parfait, c'est-à-dire le patient est à égal, reconnu à compétence entre guillemets égale et doit être impliqué dans tout. Il y a des écoles un peu plus, je dirais, modérées, mais je pense que c'est à vous de choisir. Moi, ma position, c'est que chaque cas est un cas unique et chaque rencontre de soins est unique. Il y a des patients qui ont juste besoin d'être informés. Donc, informés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent au moins l'information. Et vous me demanderez, est-ce nouveau? Mais oui, parce que parfois, la personne vient vous voir, vous lui tendez l'ordonnance et on n'a pas pris le soin de lui dire ce que c'est. Donc, cette demande d'information qui est le niveau, je dirais, minimal d'implication, il y en a qui ne le font pas. Okay? Donc, je pense que c'est quand même important d'informer la personne, de savoir ce que la personne a au moins le droit de savoir de quoi elle souffre. Ça aussi, on peut discuter si vous pensez que c'est pertinent ou même l'information, est-ce que le patient n'a pas le droit à l'information. La deuxième chose, la deuxième étape, c'est la consultation où vous consultez le patient sur ce qu'il pense. Encore, on va venir au cas du docteur Antoué. Le patient vient vous voir, il tousse, au lieu de lui donner l'ordonnance au revoir, vous lui demandez, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est une discussion que vous avez avec lui, non pas une discussion juste symbolique, mais pour véritablement prendre en compte ce qu'il pense. C'est sûr que toutes les écoles de médecine apprennent l'interrogatoire du patient, mais dans la pratique, l'écoute reste un art qu'il faut développer au fil du temps. Et donc, quand vous consultez le patient, c'est quand même pour exercer cet art d'écoute, parce qu'il vient de vous dire qu'il vit seul et dans vos propositions thérapeutiques, vous n'en tenez pas compte. Donc, la consultation du patient, c'est aussi important. Le troisième niveau, c'est la collaboration. Là, c'est de prendre des décisions partagées. Si je reviens au cas de Dr Antoué, ce n'est pas de dire, voilà cette ordonnance, allez, va à la pharmacie et puis c'est bon, mais c'est de dire, c'est quoi les options qui s'offrent à moi. Donc, vous lui présentez ces options et vous prenez ensemble la décision. Et le partenariat, là, on le dit, c'est vraiment un modèle très, très égalitaire où tout doit être consensuel. Okay. Pour continuer, donc, je vais continuer à vous parler d'un exemple précis, la prise de décision partagée. J'en ai touché un mot tantôt. Donc, la prise de décision partagée, c'est un processus, ok? C'est un processus qui nécessite la participation conjointe du patient et du personnel de santé. Donc, c'est un processus qui repose sur des données scientifiques et les valeurs et les préférences du patient. Alors, ce qui est important à savoir, la seule chose qui est un peu nouvelle, c'est que les options que vous proposez aux patients sont des options qui sont documentées et, si possible, basées sur des données probantes. Donc, la prise de décision partagée a été schématisée en 6 étapes. Dans le cas que Dr Antoué vous a présenté, la première chose avec ce patient, c'est donc de l'inviter à participer. Oui, on n'est pas dans un contexte d'urgence, donc on peut prendre le temps et le faire. OK, on va analyser ensemble votre problème. Et ce qui est fondamental, c'est quoi les options thérapeutiques? Pourquoi les options sont importantes? Si, par exemple, je vais prendre un cas de la vie courante et après, je vais demander à Dr Antoué de vous prendre un cas un peu plus thérapeutique. Un cas de la vie courante, c'est que si je dis mon problème, c'est que je veux aller à Kinshasa. Les options qui s'offrent à moi, parce que ce que je veux, c'est d'aller à Kinshasa, peu importe ce que vous me proposez. On me proposerait soit de prendre l'avion, de prendre le bateau, de prendre la route. Ça, c'est les options thérapeutiques. En revanche, si je vous dis, je veux aller à Kinshasa demain,
Là, on vient de réduire les options. Donc, c'est fondamental de savoir présenter les options au patient en lui demandant ce qu'il veut. Est-ce que ce qu'il veut, c'est de mieux se porter ou est-ce que ce qu'il veut, c'est de diminuer son taux, son chiffre d'hypertension? Docteur Antué a 2 exemples à vous donner sur les options thérapeutiques. Alors, si on revient au cas de Pierre, qui tousse, qui a une gêne respiratoire et qui est devant le médecin, quelles sont les options que le médecin peut lui offrir? Première option, pas de bilan. Un antitussif, c'est un jeune homme en pleine forme. Son interrogatoire est très pauvre, à part le fait qu'il vive avec un fumeur. Ok, tu prends cet antitussif, et puis si ça va, ben, tu ne reviens pas. Mais si ça ne va pas, ben, tu reconsultes à l'hôpital. Première option, Pierre n'a pas eu son mot à dire. Deuxième option, il explique à Pierre que l'atout, ça peut venir du poumon, ça peut venir du cœur. Mais que lui, il pense que dans ce contexte, ça vient du poumon. Au regard de ses antécédents et de son environnement où il y a un tabagisme occasionnel, mais un tabagisme passif, parce qu'il vit avec un fumeur. Et il lui dit, bon ben, ce serait bien, peut-être, de faire un cliché pulmonaire, de faire une petite prise de sang et de revenir me voir. Mais ça diffère le traitement. Mais le malade, dans son entendement, il est venu pour avoir un médicament. Mais il explique bien à Pierre que oui, je peux te le donner, mais c'est peut-être mieux, tu es gêné sur le plan respiratoire, dans la journée tu peux avoir tous tes examens et je peux te revoir demain. Et là, Pierre, il décide. Oui, c'est vrai que le raccourci, ce serait de prendre le médicament, mais si le médicament ne marche pas, ben je recommence tout à zéro. Mais quand même, ce médecin, il a pris le temps de me parler et de m'expliquer. Peut-être que je devrais choisir la deuxième option. En tout état de cause, Pierre, il décide en connaissance de cause. Il peut recevoir un traitement immédiatement, mais il peut différer dans un délai raisonnable ce traitement pour pouvoir aller plus loin dans le diagnostic. Et ça, c'est vraiment une décision partagée parce qu'il a eu l'information et le choix lui revient. Et là, Pierre, toujours dans le même processus, il n'est pas habitué à ce genre de collaboration. Il dit au médecin, mais à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Ah là, le médecin est très embêté. Il ne sait pas ce que Pierre a dans la poche. Il ne sait pas où vit Pierre. Et là, il répond à Pierre, à votre place. Ça veut dire, au mieux de ma connaissance, je pense qu'il faut vous traiter, mais si je dois vous traiter, je veux être sûr que c'est votre poumon qui est en danger et qu'il n'y a pas autre chose. Mais là, ça va vous coûter un tout petit peu plus cher, parce qu'il faudra d'abord faire des examens, mais on est presque sûr d'avoir un diagnostic et donc de vous traiter adéquatement. Et que pensez-vous que Pierre va décider? Il va lui dire, docteur, je préfère la deuxième alternative. Et dans sa tête, il cherche déjà où aller chercher de l'argent. Et le médecin lui dit, écoute, tu vas aller, la radio tu peux la faire, ici la prise de sang tu peux la faire là, ça doit coûter à peu près entre ça et ça. Et si tu arrives à me faire ces 2 examens, moi demain je te reprends à la première heure, tu n'auras pas à faire la queue parce que j'aurai déjà ton dossier entre les mains et ça va aller très vite. Donc voilà les bénéfices de la prise de décision partagée. La bonne information, le choix au patient et l'assurance pour le médecin que sa décision sera comprise, sera acceptée et qu'on ira vers de bons résultats. Merci beaucoup. Docteur Dogba,
Oui, merci. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Il faut absolument présenter les options. La troisième étape, c'est idéalement, dans la mesure où vous avez les informations, il faut présenter aux patients les avantages et les risques. Et en général, c'est très bien documenté. Si vous êtes dans un centre de recherche, pas loin, quelqu'un peut vous aider à aller chercher les données probantes, ou pour les professeurs qui sont là, qui font de la recherche, vous avez les informations. Vous avez donc des données probantes, soit qui sont dans les revues systématiques, on peut avoir accès. Et donc, c'est de dire au patient, enfin d'expliquer, hein, c'est pas de lui dire la revue Cochrane, telle date a dit ça, mais c'est de dire, ben, en général, ce qu'on sait, c'est que si on prend 100 personnes de votre âge, ben, le symptôme que vous me présentez, si jamais vous prenez l'option thérapeutique A, ben, il y a des risques que vous ayez des complications. OK? Donc, comme vient de dire Dr. Antoué, si je ne fais rien, il n'y a pas d'altération de l'état général, vous ne maigrissez pas et tout. Donc, on peut se donner du temps. Donc, en général, c'est pas un grand risque qu'on prend. Par contre, il y a des cas où les risques et les bénéfices, c'est très difficile à choisir. Mais votre rôle, c'est de présenter l'information de façon que le patient comprenne. C'est avec lui de voir les options. Quels sont les pour et les contre des options? S'il vous dit, mais écoutez, j'habite 40 km de l'hôpital, pourquoi ne pas faire le test maintenant parce que ça me coûte 2000 francs CFA et moi, 40 km, c'est 5000 francs. Alors, il vaut mieux que je le fasse maintenant. Donc, c'est aussi de prendre en compte tout ce qui va influencer le choix, y compris le coût. Ou alors, j'habite à 40 km, il faut que je loge chez un ami. Alors là, j'ai 24 heures, on en profite, on le fait maintenant. Et donc, vous choisissez ensemble et aussi vous assistez le patient dans la mise en œuvre, non pas de votre décision, mais de la décision commune. Donc, j'attire votre attention sur un site où il y a des outils d'aide à la décision qui sont déjà créés. Vous pouvez le prendre et l'adapter. Il y en a pour beaucoup de cas. Il y en a pour comme le cancer du sein, il y en a comme pour le remplacement de genoux. Pour la pneumologie, j'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est sûr que j'ai vu des prises des outils d'aide à la décision pour l'arrêt du tabagisme, ça c'est sûr. Donc, vous pouvez le trouver, c'est public et l'adapter. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une option, la prise de décision partagée. C'est juste une option qui permet de mieux impliquer le patient dans ses soins, mais pour bien le faire, vous avez besoin d'être en équipe interdisciplinaire, voire intersectorielle. Parce que vous, médecins, avec vos connaissances techniques, peut-être que vous serez bloqué. Vous ne pouvez pas expliquer le risque à un grand-papa qui n'a pas été à l'école de qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 100. Ça fait pas du sens dans son milieu de vie. Il vous faut soit un éducateur ou quelqu'un qui a cette facilité de transférer cette connaissance. Juste comme exemple, récemment, j'ai eu un cas d'une grand-maman qui devait avoir 2 interventions chirurgicales et elle a compris que c'est un cas vraiment, je suis proche de la personne qui avait une intervention. Et après la première, le médecin vous lui dit, mais c'est quand qu'on va faire la deuxième? Elle dit, vous m'avez jamais parlé d'une deuxième intervention. Et la grand-maman vit avec un de ses fils qui a un doctorat. Donc, ce qu'on dit, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit avec vous? On peut la rencontrer, cette personne va nous aider à expliquer, mais s'assurer que votre message est compris. Parce que après, la personne a un regret décisionnel. Cette grand-maman a dit, j'ai 89 ans, pourquoi je vais risquer 2 interventions pour marcher alors que je marche presque plus, alors que si c'était mieux expliqué. Donc, vous avez parfois besoin d'autres personnes, des éditeurs, des juristes, des enseignants pour pouvoir faire passer le message. Vous avez besoin donc d'un soutien organisationnel parce que c'est documenté
que cette approche, en Afrique, moi je pense personnellement que c'est moins de problèmes parce que nos consultations habituellement ne durent pas moins de 15-20 minutes, sauf en cas d'urgence évidemment. Mais on est dans un pays ici où les consultations peuvent durer 2 minutes. Alors là, c'est sûr que si le clinicien dit non, moi je dois voir 100 patients, alors si vous me dites de discuter, ça prend du temps et mon gestionnaire va me sanctionner, on sait que cette approche de prise de décision ne sera pas mise en œuvre comme il faut. Idéalement, il faut toujours, comme tout changement, identifier des personnes dans votre structure de santé qu'on appelle en théorie organisationnelle des champions, des gens qui vont aider à ce que le changement ait lieu. Évidemment, il faut une participation active des patients et des familles. Et c'est là où la question n'est pas de faire la promotion d'un modèle de partenariat parfait, mais de faire la promotion d'une amélioration de la communication de l'information, de la prise de décision partagée. Mettons par exemple quelqu'un une dame de 89 ans qui a des troubles cognitifs, on s'entend que vous n'allez pas passer 3 jours à dire il faut qu'elle soit d'accord. Mais ce qu'on dit, c'est de chercher autour de cette personne, et quand on parle de patients, de proches, de communauté, mais qu'on soit sûr que ces valeurs sont prises en compte dans la décision. C'est sûr que la fille de cette personne sait par exemple que si elle avait toute sa capacité cognitive, jamais elle n'accepterait telle décision. Donc, c'est de le prendre en compte et de ne pas faire abstraction de ça parce que la personne n'est pas cognitivement apte. Okay? Et bien sûr, peut-être que vous devez former le personnel, okay, à plus prendre en compte le point de vue des patients. Idéalement, il faut des ressources supplémentaires et aussi, il faut évaluer. C'est un modèle qui n'est pas sans défi lors de sa mise en œuvre. Est-ce que le contexte culturel africain est favorable à cela? Est-ce qu'on est encore dans un modèle très paternaliste où c'est le médecin qui est un demi-dieu, alors on ne peut pas aller chercher l'information? Et je fais exprès de provoquer la discussion en utilisant ces termes, j'ai rien contre, donc c'est ça. Et une des limites, c'est quand même qu'on parle de modèles qui ne sont applicables en principe qu'en dehors de l'urgence. Je vais laisser Anne-Marie continuer cette discussion de l'applicabilité de ce modèle dans le contexte de soins africains. Merci beaucoup, Dr Dogba. Et donc, nous revenons à nos participants. Mais avant ça, nous allons juste résumer un peu tout ce que nous venons d'entendre. L'implication du patient dans le contexte, dans ses soins de santé, requiert 3 choses. Si j'en oublie une, Joyce, merci de me le rappeler. L'écoute du patient et l'information du patient. Donc, c'est à double sens cette écoute. Vous devez écouter le patient comme le patient doit vous écouter, lui donner des informations sur la maladie. Donc, l'écoute du patient. Deuxième chose, la concertation, pour ne pas utiliser le mot consultation. Et au-delà de la concertation, il y a même une négociation du plan de soins, de l'option thérapeutique. Et troisième élément, la décision partagée. Je ne décide pas pour le patient m'indique quelle est sa décision pour le plan de soins ou les plans de soins ou les options que je lui ai partagées. Donc, à partir de ces notions, vous voyez que le concept d'implication des patients prend corps. Et maintenant, la question que l'on se pose, dans notre contexte africain, dans nos milieux de soins africains, pensons-nous que nous devons non seulement nous approprier ce concept, mais nous devons le mettre en pratique.
Et pour cela, au lieu de faire de grands discours, nous reprenons juste l'exemple de Pierre et nous allons vous demander, groupe par groupe, de nous dire, lorsque Pierre se présente devant vous, quelle va être votre attitude? Alors, on va commencer avec Kinshasa, et comme on n'a pas trop de temps, on prend 2 minutes. Kinshasa, Pierre est devant vous, et il tousse. On dit quoi, comme on dit au pays? On dit quoi à Pierre? On dit qu'il faut voir beaucoup de choses. Merci beaucoup. Vos 2 présentations étaient très pertinentes, et vraiment, on devrait adapter ça en Afrique. On a un grand souci par rapport à Pierre. La négociation en Afrique n'est pas évidente. Comme on sait bien, en Afrique, le médecin, c'est un demi-dieu. Il ne veut pas, mais c'est comme ça qu'on lui octroie ce titre. Donc, il sait tout. Le fait de négocier le diminue un peu, et ça remet en doute et ça remet en cause ses connaissances. Le malade se dit, il me demande mon avis. Est-ce que c'est pas lui le médecin? Est-ce qu'en me demandant mon avis, est-ce que ce que je dis, c'est forcément ce qui doit être fait? Et donc finalement, on est face à une situation où ce qu'on devrait apporter au patient, les connaissances techniques, pratiques de l'issue de sa maladie, on a un peu buté. Est-ce qu'il faudrait vraiment, excusez-moi de vous reposer la question, en Afrique et au Congo, est-ce qu'il faudrait négocier par rapport à certains types de pathologies, ou il faudrait seulement expliquer et le mettre face à la situation pour que vous l'orientez justement sans demander trop son avis. Ce n'est pas la dictature, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est assez sensible en Afrique, voilà. Tout à fait, merci beaucoup. Mais je ne vous répondrai pas, puis je ne pense pas que Dr Dogba va vous répondre. On va demander à Dakar de venir renchérir par rapport à ce que vous avez dit. On vous remercie pour cette très belle présentation. Donc j'ai parlé de façon, on va dire, mon avis personnel par rapport à Pierre. Donc déjà, Pierre, avant d'arriver à l'hôpital public, on ne parle pas là du patient qui va partir chez le médecin privé. Premièrement, devant sa tour et sa petite Disney, il va aller chez le pharmacien. Maintenant, si le pharmacien peut lui donner un antitussif, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, on vous suit. Voilà. Excusez-moi. Donc, si le pharmacien va donner de toute façon à Pierre un antitussif et que la toux et le problème est réglé, Pierre n'arrivera pas à l'hôpital. Maintenant, le deuxième cas, c'est le tradipraticien. Ici à Dakar, le tradipraticien a une place très importante. Donc Pierre va aller voir le tradipraticien. Maintenant, si c'est juste une petite toux qui va rentrer dans l'ordre, on va dire entre guillemets, avec le produit que le tradipraticien va lui donner, Pierre n'arrivera toujours pas à l'hôpital. Et donc, Pierre arrive à l'hôpital après que la toux va devenir grave et que son état s'aggrave. Et à ce moment-là, le médecin public est obligé d'impliquer le patient dans ses soins. Et pas seulement que le patient, mais aussi sa famille. Pour une raison qui est très simple, c'est une raison économique. Parce que quand le patient arrive déjà dans un état grave, le minimum d'examen paraclinique demandé coûte cher. Donc un exemple d'une radiographie standard du thorax qui coûte 10 000 francs dans l'hôpital public, donc l'équivalent de 15 €, le patient des fois est dans l'incapacité de se payer cette radio. Et donc l'implication du patient est obligatoire, la discussion, la description et l'explication de tout examen ou toute ordonnance donnée au patient, pour que le patient adhère et accepte de faire les examens paracliniques et bien sûr après d'acheter les médicaments pour se soigner. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut demander à Conakry de nous donner un point de vue? Oui, notre point de vue dans l'expérience pratique, c'est que les patients, au moment où ils viennent à l'hôpital d'abord, ça trouve qu'ils ont procédé à une automédication, le plus souvent. Et surtout dans le cadre de Pierre, le plus souvent, ils prennent le Cotri et c'est quand ça ne marche pas qu'ils viennent à l'hôpital. Alors, dans ce contexte, quand on le reçoit à l'hôpital, vraiment, c'est de retracer d'abord son parcours, savoir s'il a procédé à une automédication.
Et si, oui, il a procédé à une automédication, savoir avec quel médicament. Ensuite, lui expliquer à quoi nous pensons. Est-ce qu'on a rattaché cette toux au fait que lui-même il fume, plus le tabagisme passif avec son frère, lui dire que vraiment c'est possible que ce soit à la base de la toux, et ensuite l'expliquer vraiment, puisque s'il a fait déjà une automédication, lui expliquer la nécessité de faire des examens pour voir s'il n'y a pas, si on peut voir la cause de la toux. Là, lui faire comprendre que si on fait l'examen, par exemple la radio, on est tranquille. Si on ne voit rien, on sait qu'on n'a pas vu une cause évidente, et puis on peut traiter symptomatiquement, ou alors lui demander, avant de lui demander qu'est-ce qu'il en pense à travers tout ça. Je pense que là, le fait de discuter avec lui, vraiment, ça lui rassure encore de plus, parce que c'est parce qu'il a des inquiétudes qu'il vient nous voir. Merci beaucoup. Alors, Ouaga, est-ce que Ouaga peut nous donner un point de vue aussi? Oui, merci pour la présentation. Nous rejoignons un peu les points de vue de nos collègues de Conakry et de Dakar. Hein. C'est ça, en fait, Pierre qui arrive avec une toux comme ça, il faut d'abord lui expliquer que, étant donné sûrement qu'il a dû consulter dans plusieurs endroits avant d'arriver, il faut d'abord lui expliquer le bien fondé des examens cliniques et lui expliquer, en fait, contextualiser sa toux, prendre cette toux c'est-à-dire en brossant un peu son milieu de vie et prendre en fait cette toux dans sa globalité, lui expliquer le bien fondé des examens paracliniques afin qu'il puisse adhérer à cela et ensuite discuter des options thérapeutiques avec lui. Mais maintenant, par rapport à l'information et à cet échange qu'il faut souvent faire avec les patients, nous avons vécu une expérience ici. On avait reçu une dame qui était en crise, mais cette dame, elle venait forcément aller se faire soigner en Allemagne chez sa fille. Donc on lui a expliqué, non madame, vous prenez par exemple l'avion, donc ce serait mieux que vous restez encore à Ouaga ici. Comment on était de gérer cette crise, essayer de stabiliser, même qu'on ne voulait peut-être aller continuer vos soins en Allemagne. En fait, on arrivait à la convaincre et commun accord, on est arrivé quand même à gérer cela. Donc, nous, on pourrait ajouter un complément sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Alors, on vous entend. Tunisie, excuse-moi, il y avait Tunisie, je sais pas. La Tunisie, c'est... Non? Oh, ok, c'est bon, excuse-moi, c'est correct. Ah, d'accord. S'il vous plaît, Kinshasa, s'il vous plaît, professeur. Pardon? S'il vous plaît, professeur Anne-Marie, je voulais rajouter quelque chose, une petite suggestion, professeur. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'organiser pour nous des séminaires de formation? Je le dis exprès parce qu'en sortant d'ici, nous allons aller auprès des nôtres restituer. Mais pour un exemple pratique, il y a 2 jours, au cours d'une garde, un enfant d'un confrère venu en crise d'asthme sévère, envoyé par la grand-mère, nous avons commencé par nébuliser l'enfant de 4 ans, et dès que son père est arrivé, la question qui nous était posée, il n'a reçu que la nébulisation, et je me suis mise à expliquer chaque étape aux confrères de l'état de l'enfant par rapport à la crise. On devait d'abord arrêter la crise, et ensuite donner un traitement de fond. Mais ce que j'ai reçu comme réponse, c'était que je déballais ma science, que je déballais les étapes de traitement. Or là, avec ce qu'on vient d'apprendre maintenant, le malade est censé connaître les étapes de sa pathologie et l'issue thérapeutique. Et là, j'étais en face d'un confrère qui m'a répondu dans ce sens. Je pense qu'il est important de vulgariser cette information, d'organiser vraiment des séminaires de formation pour le personnel médical et soignant, et non des visioconférences ponctuelles, parce que vraiment, c'est un sujet très, très, très important. Merci.
Merci à vous tous. Et vous avez raison, hein. Ce sont des concepts nouveaux qu'il faut apprendre. Et on voit que nos confrères sont encore dans la zone de confort. La zone de confort, c'est la zone où le changement se présente comme étant impossible. De toute façon, il est d'abord allé chez les tradipraticiens, il est d'abord allé à la pharmacie, puis s'il arrive chez nous, c'est qu'il n'a plus le choix. Puis si on commence à trop lui expliquer de toute façon, toutes les raisons médicales sont bonnes, mais les seules raisons qui prévalent, ce sont les contraintes économiques. Et puis finalement, oui, on va lui expliquer notre décision. On va lui expliquer le bien fondé de faire des examens. Et à aucun moment, on ne fait intervenir le savoir expérientiel de Pierre. En définitive, que veut Pierre? Vous comprenez que c'est difficile. C'est là toute la difficulté de l'apprentissage d'une nouvelle pratique médicale. Et cette nouvelle pratique ne va pas se faire du jour au lendemain. Parce que juste en termes de durée de consultation, combien de temps passons-nous à écouter le patient? Combien de temps passons-nous à discuter avec le patient? Et nous avons dans la tête que discuter avec le patient, c'est faire la preuve de notre incompétence. Et si nous abordons la discussion en se disant « il faut lui mettre plein de mots savants, comme ça il comprendra que je sais », la discussion va être difficile. Donc, au-delà de l'implication du patient, il y a des habiletés à acquérir en termes d'écoute, en termes de communication, de conversation. Et surtout, la consultation n'est pas un affrontement de deux mondes, celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. La consultation, nous sommes tous des cliniciens. La consultation, c'est le dialogue singulier entre un patient qui souffre et un praticien qui est au service du patient. Et c'est pourquoi nous irons nécessairement vers ce modèle d'implication du patient. Parce que, heureusement, nos sociétés évoluent. Même la grand-maman qui est dans son village a son petit-fils qui est à la ville et qui a consulté Dr Google. Même la grand-maman qui est au village, qui a commencé par le tradipraticien, a son fils qui a une certaine idée de la maladie. Et son fils, nous devons l'associer au plan de soins. Parce que c'est son fils qui accompagnera la maman. C'est son fils qui paiera les médicaments. Nous devons faire des aidants naturels de la famille, nos alliés. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que souvent dans nos milieux de soins, et moi je travaille en milieu public, c'est la guerre là. D'un côté, il y a les soignants, et puis de l'autre, il y a les patients, mais quasiment les plaignants. Puis là, chacun doit être à sa place. Oui. Mais avoir vos réactions, je crois que nous en allons dans la bonne direction. Nous avons conscience des limites du modèle actuel que nous avons appris à l'université, que nous avons pratiqué depuis des années, et nous sommes conscients que le patient qu'on appelait patient d'hier, aujourd'hui, il est citoyen. Aujourd'hui, il est bénéficiaire, parce que bénéficiaire d'une assurance maladie ou bénéficiaire de, mais surtout aujourd'hui, il est partenaire. Et c'est ce partenaire que nous devons voir lorsque nous avons un patient en face de nous. Je vais laisser le micro au docteur Dogba pour lui demander si elle veut fixer certains éléments de discussion, nous donner quelques messages clés avant que nous nous séparions. Ok. Ok, parfait. On va juste, je vais donner quelques messages clés, puis après, Dr Tremblay a une petite intervention à faire. Mais juste pour conclure cette discussion, moi j'entends qu'il y a beaucoup de défis de mise en œuvre, mais la volonté est là d'aller au-delà. Et ça
ça insiste, ça démontre en fait, selon moi, l'importance de travailler ensemble parce que ce que vous allez faire, les changements que vous voulez apporter, d'après toutes les interventions que je viens d'entendre, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas le pouvoir public, s'il n'y a pas les prises des décisions politiques autour. Parce que médecin seul dans votre bureau, vous ne pouvez pas agir sur le parcours de soins. On est dans un contexte culturel où la maladie a un sens parfois spirituel, parfois autre chose. Vous ne pouvez pas seul le faire. Donc, moi, ça démontre l'importance. Oui, dans votre bureau, vous aurez des outils de prise de décision partagés, mais il faut que le contexte général soit favorable. Et donc, je pense que ça montre la pertinence de ça. Et puis, pour les besoins de séminaires de formation, il y a Dr. Lemarié et Dr. Tremblay sont à l'écoute et puis on verra comment concrétiser la collaboration. Mais ce qu'on voulait dire, c'est surtout pour pouvoir mieux impliquer le patient dans ses soins, il faut forcément identifier ce que vous voulez changer. Le niveau de soins. Par exemple, quelqu'un a parlé de parcours de soins. Est-ce que c'est ça qu'on veut améliorer ou est-ce que c'est la rencontre avec le clinicien dans son bureau? Donc, ça, c'est important. Ensuite, choisir la forme d'implication adaptée à la circonstance. C'est sûr que lorsque vous avez en face de vous un confrère qui a une certaine connaissance, les outils, là, on va plus chercher un partenariat parce que les informations, oui, il est peut-être d'une discipline, d'une spécialité différente, mais il a quand même de l'information. C'est pas la forme d'implication que vous appliquerez lorsque c'est une maman qui vient du village et qui a besoin d'informations. Lorsque vous avez quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, c'est pas la même forme d'implication que un PDG d'une société. Donc, tout ça, ce n'est pas du prêt-à-porter, puis tout le monde doit rentrer dedans, mais il faut vraiment l'adapter à la personne qui est en face de vous. L'autre chose, c'est d'identifier les ressources qui sont nécessaires. Et encore une fois, la collaboration avec la recherche. Donc, est-ce qu'il y a des outils qui existent? Est-ce qu'on peut les utiliser? Comment les adapter? La formation des professionnels. Et il y a des formations pour aider. Là, j'ai mis recrutement de patients. C'est surtout lorsque vous voulez que les patients viennent, par exemple, au conseil d'administration de l'hôpital ou une rencontre avec les patients pour discuter parce que ça se fait. Donc, il faut du soutien dans ça. Et enfin, mettre en œuvre votre plan et aussi l'évaluer. Encore une fois, il y a plusieurs modèles. Il ne faut pas se sentir obligé parce que c'est un effet mode. Il faut être convaincu de ce que vous faites et aussi adopter une démarche systématique en équipe. Et on vous remercie beaucoup de votre attention. Donc, est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK, d'accord. Donc, d'abord, je voudrais remercier Anne-Marie et Joyce. On a eu énormément de renseignements, une présentation hors pair. Moi, j'aimerais juste peut-être ajouter un commentaire. Et je pense qu'à quelque part, on le vit dans toutes les sociétés. Comment peut-on arriver, comme cliniciens, pouvons-nous arriver à faire en sorte que le patient devienne une espèce de courroie de transmission? C'est-à-dire qu'il vient vous voir, etc. On fait tout ce qui a été dit ce matin. Cette personne-là retourne dans son milieu et passe le message. Vous savez que les politiciens ont bien appris ça. Hein? Et quand ils veulent nous en passer une douce, c'est ce qu'ils font. Ils informent, ils donnent l'information, ils vont à la radio, à la télévision. Comment pouvons-nous faire en sorte que le patient devienne un peu notre mode de transmission d'informations? Que ce soit lui, à un moment donné, quand la grand-maman revient dans son village, qu'elle dise « Hey, j'ai vu ça, un tel, il m'a fait ça, c'est merveilleux, regardez combien bien je suis. » Premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il ne faut jamais oublier que la médecine moderne, chez nous, pas chez nous, mais vous avez certainement écouté la télévision américaine et vous savez qu'il y a un nouveau terme aux États-Unis qui circule, ce sont les faits alternatifs.
On entend ça beaucoup. Donc, je pense qu'à quelque part, la médecine moderne doit s'intégrer dans le contexte culturel. Mais il ne faudrait pas que ce soit une ligne, c'est-à-dire je commence par A, B, C, D, E, puis après ça, quand je suis très malade, je suis rendu à E et puis je vois mon médecin. Mais il faudrait que tout ça, ça s'intègre, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes, il y a des diagnostics qui peuvent être traités par les plantes, d'autres qui peuvent être traités par d'autres techniques, etc., et d'autres qui demandent absolument l'intervention d'une médecine plus moderne. Donc, je pense que c'est le but finalement à arriver. Et si on arrive à faire du patient une courroie de transmission, je pense que tout ça, ça va se mettre en place tranquillement. Étienne, habituellement, tu parles, mais là, je t'entends pas. Est-ce que tu voudrais apporter un commentaire à tout ça? Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et je remercie beaucoup Joyce et Anne-Marie. Ils nous ont fait un exposé remarquable, vraiment très très bien. Et en plus, enfin, il y avait non seulement le côté didactique, théorique, enfin vous connaissez bien le sujet, mais en plus appliqué à l'Afrique, et j'ai bien aimé les commentaires qu'ont fait Ouaga, Conakry et Dakar, parce que ça montrait que vous avez bien compris le problème et que vous le vivez. Donc je crois que c'est très positif. Alors moi je voudrais simplement dire que je crois que c'est Anne-Marie qui disait, mais non, c'était pas Anne-Marie, c'était Tunis. Et je ne sais pas qui parlait parce que j'ai pas d'image. Quelqu'un, c'était Fatima qui parlait, non? Il me semble avoir reconnu sa voix. Non, on n'entend plus. Je crois que Tunis n'a pas fait d'intervention. Ah bon, mais j'avais compris que c'était Tunis. Non, je crois que. Juste pour l'introduction. Oui, je crois que. Enfin, je retiens en tout cas, c'est Anne-Marie qui a parlé du problème du modèle actuel de formation dans nos facultés. Ce modèle de formation, c'est pas le cas, je sais, à Québec, mais ailleurs, ce problème de patient partagé n'est pas quelque chose qui est véritablement enseigné. Et en pneumologie, c'est très important parce qu'on soigne des maladies aiguës, mais on soigne beaucoup de maladies chroniques. Et la participation du patient est essentielle. Si on traite un asthmatique sans se soucier de la prise de médicaments, comment va-t-il faire? On connaît le résultat. En France, actuellement, pour l'asthme, on considère que les asthmatiques prennent les médicaments de façon régulière dans 10% des cas, alors que les médicaments sont gratuits pour les asthmatiques. Donc vous voyez le problème, le chemin qu'on a à faire. Alors, je crois que on a besoin dans nos facultés de former effectivement nos internes, former les formateurs d'abord à ce concept. Et en vous entendant, je me disais que peut-être que il faudrait que vous y réfléchissiez, mais je pense que vous avez tous les moyens et tous les atouts pour éventuellement proposer une formation. Ça peut être fait dans le cadre de la CINMEF, la Conférence internationale des doyens des facultés de médecine d'expression française. On pourrait très bien organiser quelques séminaires de formation, peut-être un ou deux, à titre expérimental, et voir comment on pourrait introduire cette notion, et notamment dans les facultés africaines. Quand je dis dans les facultés africaines, j'ai l'air de dire que c'est nécessaire en Afrique et c'est pas nécessaire chez nous. En fait, c'est tout à fait l'inverse. C'est nécessaire partout. Mais je pense que vous avez les atouts et les compétences pour proposer cela. Enfin voilà, c'est une idée dont il faudra qu'on reparle, je crois. Mais en tout cas, bravo. Ce que vous avez présenté, c'était formidable. Très très bien. Et permettez-nous de remercier. Moi, je voudrais remercier tous les participants. Nous avons eu beaucoup de plaisir, vraiment, avec Kinshasa, Ouaga, Dakar, Conakry. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Et encore merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette visioconférence. À bientôt. Un grand merci. Je voudrais juste terminer sur un point. Oui. Je voudrais juste terminer sur un point, juste en rappelant, peut-être qu'Étienne voulait le faire.
Mais la prochaine visioconférence sera le 23 mars. Nous gardons le même horaire, sauf que certains seront à l'heure avancée, d'autres ne seront pas à l'heure avancée, mais la répartition, le moment de la journée pour chacun va demeurer le même en tenant compte des changements d'heure. Et le conférencier, c'est le Dr Jean-Paul Praud de l'Université de Sherbrooke, qui est néonatologiste et qui va nous parler de obésité et problèmes respiratoires. Donc, tous ceux qui sont là sont les bienvenus. Les horaires ne changent pas pour l'Afrique. Hein. Ils changeront pour Montréal et Paris la semaine suivante. C'est ça. Voilà. Mais écoutez, merci à tous. C'était vraiment très très bien. Merci encore une fois Anne-Marie et Joyce. Merci, au revoir. revoir. Vraiment très très bien. Au revoir à tous.